Paris, 1953. Damia avait 58 ans et était assise sur une chaise du studio de la radiodiffusion française avec cette posture qui n'appartenait qu'à elle, droite, dense, comme quelqu'un qui porte le poids de tout ce qu'elle a déjà vécu sans avoir besoin de montrer où cela fait mal. L'interview était pour une émission nocturne, le genre d'émission que la radio française faisait à cette époque, avec une gravité que peu reconnaîtraient aujourd'hui, sans hâte, sans horloge, juste une voix, un micro et le silence de Paris dehors qui attendait. Le journaliste qui menait l'interview s'appelait Marcel Caron, un homme d'âge moyen avec des lunettes rondes et un carnet rempli de notes qu'il consultait rarement parce qu'il préférait écouter plutôt que lire. Marcel avait passé des semaines à préparer cette conversation, non pas parce que Damia était difficile à interviewer, mais parce qu'elle était le genre d'artiste qui méritait une préparation. 30 ans de carrière, une voix que le critique André Queroy avait décrite un jour comme la voix que la France aurait si la France était une personne, et décidait de chanter tout ce qu'elle n'arrive pas à dire en mots. Damia était arrivée au studio seule, sans attaché de presse, sans accompagnateur, avec un manteau noir qu'elle avait plié sur le dossier de la chaise avant de s'asseoir. Il y avait en elle cette qualité de femme qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne et qui sait exactement la taille de l'espace qu'elle occupe sans avoir besoin de le remplir de mouvements. Marcel commença l'interview par une question sur les origines, sur Lyon, sur les premières années à Paris, et Damia répondit avec cette économie de mots qui n'était pas de la froideur, mais de la précision. Chaque phrase à sa place, sans ornement inutile, sans la vanité de celle qui veut paraître intéressante. Elle était, tout simplement. La conversation s'approfondit avec naturel. Marcel demanda à propos de Mistinguett, des soirées au casino de Paris, de la différence entre chanter dans un grand théâtre et chanter dans un petit café où tout le monde est si proche que l'on voit le blanc des yeux des gens quand une parole les touche vraiment. Damia répondit sur le petit café avec une attention qu'elle n'avait pas accordée aux questions précédentes, comme si c'était le sujet pour lequel elle était venue parler depuis le début sans le savoir. Elle dit que le grand théâtre était majestueux, qu'il y avait une grandeur sur l'immense scène qui convenait à certains types de chansons, mais que dans le petit café, quand une musique arrivait vraiment à une personne, on le voyait se produire en temps réel. On voyait le visage changer. Et cela, dit Damia, d'une voix qui devint plus basse, sans qu'elle ait prévu de la baisser, cela n'a aucun prix au monde. Marcel fit une annotation dans son carnet, non pas parce qu'il avait besoin de s'en souvenir, mais parce qu'il y avait des phrases qui méritaient le geste d'être consignées même quand l'enregistrement le faisait déjà. Il était sur le point de poser la question suivante quand ils entendirent, de l'extérieur du studio, un bruit de pas dans le couloir, le bruit d'une porte qu'on ouvrait avec précaution, puis le silence. Personne à l'intérieur du studio ne prêta attention à ce moment-là. Les bruits de couloir étaient des bruits de couloir, et il y avait, ce soir-là, d'autres enregistrements en cours dans d'autres salles du bâtiment. Marcel ouvrit son carnet à une nouvelle page et commença à formuler la question suivante quand la porte du studio s'ouvrit. La silhouette qui entra était petite, plus petite que ce que la plupart des gens imaginaient quand ils pensaient au nom. Elle portait une robe sombre simple, sans aucun ornement, avec cette manière de s'habiller qui n'était ni modestie ni négligence, mais le choix de quelqu'un qui sait que ce qu'elle a à dire se passe de tout emballage. Édith Piaf avait 38 ans en ce 1953, et il y avait en elle, même immobile près de la porte, cette qualité de présence qui ne dépendait pas de l'espace physique qu'une personne occupe, mais de quelque chose qui n'a pas de nom précis et que tout le monde reconnaît immédiatement quand il se trouve devant eux. Damia la vit en premier, parce qu'elle était face à la porte. Marcel était de dos, et les techniciens étaient absorbés par leurs équipements. Et ce qui se passa sur le visage de Damia à cette seconde fut quelque chose que Marcel décrivit plus tard comme l'expression la plus honnête qu'il ait vue sur un visage humain en de nombreuses années de journalisme. Ce ne fut pas un sourire, ce ne fut pas de la surprise au sens spectaculaire du terme. Ce fut une seconde d'immobilité absolue,
comme quand le corps a besoin d'un instant pour confirmer au cerveau que ce que les yeux voient est réel et non une superposition d'attentes sur l'air. Edith resta immobile près de la porte sans avancer. Il y avait dans ce geste, dans cette retenue, un respect pour le moment qui était en train de se dérouler avant son arrivée, l'interview, la conversation, l'espace que Damia occupait dans ce studio ce soir-là. Elle n'entra pas comme quelqu'un qui arrive pour prendre un espace. Elle entra comme quelqu'un qui s'est approché du bord d'un espace et qui a attendu de savoir s'il y avait une place pour elle là. Damia la regarda pendant une seconde longue que l'horloge n'aurait pas pu mesurer avec précision. Puis, elle prononça le nom à voix basse. Non pas pour le micro, non pas pour Marcel, mais d'abord pour elle-même, comme quelqu'un qui a besoin de nommer une chose avant de croire complètement qu'elle existe. Marcel se retourna sur sa chaise et resta immobile. Les techniciens derrière la vitre levèrent les yeux de leurs équipements. Il y eut dans le studio à ce moment-là un de ces silences qui ne sont pas absence de son, mais présence de quelque chose que le son ne peut pas contenir. Édith Piaf et Damia se regardèrent au centre de ce silence avec la qualité de deux artistes qui n'avaient jamais partagé une scène, mais qui portaient chacune une partie du répertoire de l'autre, de façon que les deux reconnaissaient, sans avoir besoin de l'expliquer. Damia avait 20 ans de plus. Elle était arrivée la première. Elle avait ouvert des passages par où d'autres voix féminines françaises avaient pu marcher avec plus de liberté. Il y avait une dette de parcours qu'Édith n'avait jamais déclarée en mots, mais qui était présente dans ce regard avec une clarté qui n'avait pas besoin de déclaration. Édith avança de 2 pas en direction de Damia et s'arrêta à nouveau. Il y avait dans ce mouvement interrompu quelque chose qui n'était pas de l'hésitation, mais de la considération. La considération de quelqu'un qui sait que certaines rencontres méritent d'être faites avec soin, qu'on n'arrive pas en courant vers les choses qui ont un vrai poids. Damia se leva de sa chaise lentement, avec cette dignité de mouvement qui était sa marque, et alla vers Édith avec des pas calmes, qui n'avaient rien de la hâte de quelqu'un descendant de scène, mais qui avaient une qualité différente et tout aussi vraie, le calme de celle qui sait exactement ce qu'elle fait et pourquoi. Les deux se rejoignirent au milieu du petit studio, entre la chaise de Damia et la porte par où Édith était entrée, dans un espace qui n'était la scène de personne, mais qui, à ce moment-là, appartenait aux deux en même temps. Et elles s'embrassèrent avec ce type d'embrassade que Marcel décrivit plus tard comme l'embrassade de deux personnes qui reconnaissent l'une chez l'autre quelque chose que le public ne voit jamais. Le coût de tout cela, le prix de porter une voix pareille pendant des décennies dans un corps humain qui a froid, qui se fatigue et qui parfois n'en veut plus. Édith dit tout bas, presque à l'oreille de Damia, qu'elle avait grandi en l'écoutant chanter et qu'il y avait une chanson précise, l'hirondelle du faubourg, qu'elle avait écoutée tant de fois dans une petite chambre à Belleville, qu'elle en connaissait chaque respiration, chaque pause, chaque endroit où la voix montait avant que le moindre mot n'avertisse qu'elle allait monter. Damia recula d'un pas et regarda Édith avec une expression que Marcel ne sut pas nommer sur le moment, mais que, plus tard, en réfléchissant seul dans un café après minuit, il reconnut comme l'expression de quelqu'un qui découvre que quelque chose qu'elle a fait dans l'ombre est parvenu jusqu'à un autre être humain d'une façon qu'elle n'avait jamais imaginée au moment où elle le faisait. Il y avait dans le studio ce silence de témoins qui savent qu'ils sont en train de voir quelque chose qui ne figurait dans le scénario de personne. Marcel avait son carnet ouvert sur les genoux et n'écrivait rien. Les techniciens avaient arrêté de toucher à leurs équipements, mais le magnétophone tournait parce que personne n'avait pensé à l'arrêter, et plus tard, tous en furent reconnaissants, car ce que cette bande avait capté n'était pas du son de performance, c'était du son de vérité. Et les deux choses ont des qualités différentes qu'une oreille attentive sait distinguer. Marcel se leva lentement de sa chaise et regarda Damia avec une question qui n'eut pas besoin d'être dite à voix haute, parce que la situation l'avait déjà dite pour lui. Damia comprit le regard et se tourna vers Édith et demanda, de cette voix basse et directe qui était sa marque, si Édith allait rester un moment. Édith répondit oui, avec une simplicité qui n'avait rien de calculé. Juste la réponse directe
de quelqu'un qui veut être là où elle est et qui n'a pas besoin d'une raison plus élaborée que celle-là. Marcel demanda à voix basse à l'un des techniciens d'apporter une deuxième chaise. La chaise arriva, fut placée à côté de la première, et les deux femmes s'assirent devant le même micro avec cette proximité de celles qui n'ont pas besoin de distance pour se sentir en sécurité. Marcel retourna à sa place, ouvrit son carnet à une nouvelle page et regarda les deux avec l'expression du journaliste qui vient de comprendre que l'interview qu'il avait préparée et l'interview qui va avoir lieu sont des choses complètement différentes et que la seconde est meilleure que la première d'une façon qu'aucune préparation n'aurait pu produire. La conversation qui suivit dura 42 minutes selon l'horloge, mais personne qui se trouvait dans ce studio ne décrivit ensuite le temps en minutes. Ils le décrivirent en moments. Le moment où Damia parla de ce que signifie chanter en français, non pas la langue comme instrument, mais le français comme une façon de penser la douleur, comme une langue qui possède des mots pour des gradations de mélancolie que d'autres langues ne séparent pas et que la chanson française a passé des décennies à apprendre à utiliser avec une précision chirurgicale. Edith écouta cela avec une attention que les techniciens derrière la vitre reconnurent parce que c'était la même attention qu'Edith avait sur scène quand une chanson arrivait à un endroit qu'elle n'avait pas prévu. Le moment où Edith parla de la peur, non pas la peur de la scène que les journalistes demandèrent toujours, mais la peur plus profonde que la voix un jour n'arrive pas là où elle doit arriver, que l'espace entre l'intention et le son s'élargisse jusqu'à devenir une distance qu'on ne peut plus franchir. Et Damia répondit avec cette économie de mots qui était sa marque, que cette peur ne passe jamais, que celui qui dit qu'elle est passée ment ou a cessé de s'en soucier, et que la seule façon de vivre avec elle est de comprendre que c'est exactement cette peur qui fait que la voix arrive là où elle doit arriver, parce que celui qui n'a pas peur de ne pas atteindre ne s'étire pas suffisamment pour atteindre. Le studio devint silencieux après cela. Marcel ne posa aucune question pendant un temps qui dura plus longtemps qu'aucun silence à la radio ne devrait durer, et que personne ne coupa parce qu'il y avait dans ce silence une qualité que tous les présents ressentaient sans pouvoir la nommer. Ensuite, Edith demanda à Damia si elle allait chanter ce soir-là. Il n'y avait pas de micro de scène, il n'y avait pas d'orchestre. Il y avait seulement 2 micros de studio, un enregistrement qui tournait et 42 ans de chansons françaises réunies dans ce petit espace. Damia regarda le micro devant elle pendant 1 seconde, puis regarda Edith, et ensuite regarda Marcel avec cette expression de quelqu'un qui s'apprête à faire quelque chose qui n'était pas dans les plans et qui est exactement la chose juste à faire précisément parce qu'elle n'y était pas. Damia chanta 2 vers de la chaîne sans aucun accompagnement, juste la voix dans le studio silencieux, et ce que cette voix fit dans ce petit espace fut différent de tout ce que Marcel ou les techniciens avaient entendu auparavant, non pas parce que la voix était différente de ce qu'elle avait toujours été, mais parce qu'il y avait dans la salle une écoute différente. Édith Piaf, écoutant Damia chanter dans un studio de radio au milieu de la nuit à Paris, n'était pas le même événement acoustique que n'importe quel autre être humain écoutant la même voix, et tous, dans le studio, le ressentaient sans pouvoir expliquer pourquoi. Quand Damia termina les 2 vers, Édith resta silencieuse pendant un moment, que Marcel compta intérieurement et qui dura 3 secondes entières. Puis elle dit simplement qu'il y avait quelque chose dans cette voix qu'elle ne réussirait jamais à faire avec la sienne et qu'elle avait passé des années à essayer de comprendre quoi, sans jamais arriver à une réponse qui la satisfasse. Damia répondit qu'il y avait quelque chose dans la voix d'Édith qu'elle ne réussirait jamais à faire avec la sienne, et que c'était peut-être cela, que 2 voix qui arrivent à la vérité par des chemins différents se reconnaissent précisément, parce que chacune arrive à entendre chez l'autre ce qui n'existe pas en elle-même. Marcel écrivit cela dans son carnet, mot pour mot, parce qu'il y avait des phrases qui méritaient d'être consignées avec précision, et celle-là en était une. L'interview se termina sans cérémonie, comme les choses vraies ont l'habitude de se terminer. Édith se leva, remercia Damia avec ce geste simple de poser la main sur son bras pendant 1 seconde, et sortit par le même couloir par où elle était entrée. Damia resta assise un moment,
après que la porte se fut refermée, regardant l'espace où Edith avait été, avec une expression que Marcel respecta suffisamment pour ne pas l'interrompre par aucune question. Puis Damia se leva, prit le manteau noir sur le dossier de la chaise, le plia sur son bras avec ce geste soigneux qu'elle avait avec les choses qui lui appartenaient, et dit à Marcel que ça avait été une bonne interview. Marcel acquiesça avec une gravité qui n'avait rien de protocolaire. L'enregistrement de cette nuit resta pendant des années dans les archives de la radiodiffusion française sans catalogage adéquat, non pas parce qu'il avait été caché, mais parce que l'employé qui devait le cataloguer tomba malade la semaine suivante et le travail resta inachevé, puis fut oublié avec la rapidité bureaucratique avec laquelle certaines choses sont oubliées dans les grandes institutions. Quand il fut retrouvé des décennies plus tard, celui qui l'écouta pour la première fois dans un archive poussiéreux de Paris resta assis en silence, pendant un temps après que le son se fut terminé, non pas parce qu'il ne savait pas quoi faire ensuite, mais parce qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'un moment avant que n'importe quelle action ne soit possible. Ce que cette bande contenait n'était pas seulement du son. C'était la preuve qu'il s'était passé, dans ce petit studio par une nuit de 1953, quelque chose qui ne figurait dans le scénario de personne, et qui fut exactement la chose la plus vraie de cette nuit précisément, parce qu'elle n'y figurait pas. Deux voix que la France avait produites à des générations différentes, qui étaient arrivées à la même vérité par des chemins complètement opposés, et qui, lors d'une rencontre de 42 minutes, sans public et sans scène, avaient reconnu l'une chez l'autre ce que chacune seule ne parvenait pas à voir en elle-même. Damia mourut en 1978. Edith était morte 15 ans plus tôt, en octobre 1963. Et ceux qui connaissaient l'histoire de cette nuit dans le studio ressentirent ces morts avec une couche supplémentaire qui n'avait pas d'explication facile. La sensation qu'il y avait entre les deux, une conversation qui avait commencé dans ce studio et que le temps n'avait pas interrompu, mais seulement continué ailleurs, loin de tout micro et de toute archive, là où les voix qui arrivent à la vérité continuent de se reconnaître l'une chez l'autre, ce qui n'existe en aucune seule.